Introduction. Le premier point traite des deux types de psychologie. La psychologie, c'est la science de l'âme, de l'esprit, de la psyché. Selon Foucault, il y a deux types de psychologie. La première, la psychologie positiviste. Le but est d'expliquer le fonctionnement et donc répondre à la question « comment ?». Elle se base sur des expériences et des hypothèses. La deuxième, la psychologie paradigmatique, dont le but est de comprendre le fonctionnement et de répondre à la question « pourquoi ?». Le paradigme est différent du présupposé. C'est une construction, un levier permettant la compréhension. Expliquer et comprendre. Expliquer ne permet pas de comprendre et inversement. Expliquer répond à une démarche positiviste, souvent hypothético-déductive, pour construire un modèle. Le but est d'invalider des éléments de ce modèle pour aller plus loin. Comprendre répond souvent à une approche paradigmatique. Le paradigme est quelque chose qu'on va utiliser pour comprendre. Le deuxième point traite du travail aujourd'hui. Le travail est lié à la structuration du temps. Il y a un temps dans lequel se structure le travail. Le temps est devenu un enjeu majeur du travail. C'était l'enjeu premier du taylorisme. On est dans une analyse de l'activité dans les manufactures, lieu où plusieurs métiers cohabitent pour produire un objet. La révolution industrielle. Née en Angleterre, deux grands champs permettent son émergence. À la fois l'émergence d'une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie, qui n'est pas la même qu'aujourd'hui, et la structuration des prolétaires, mais également l'évolution des technologies. Il y a eu un grand exode rural vers les villes, qui a entraîné une nouvelle logique, et donc l'apparition de l'horloge dans les ateliers. Celle-ci indiquait le temps religieux, donc la messe, etc. Il y a également eu trois grandes aliénations dans la révolution industrielle. La première, l'aliénation du temps, donc vendre son temps. La deuxième, le taylorisme, et donc l'aliénation du geste, l'organisation scientifique du travail, c'est-à-dire décomposer le travail pour que le geste soit le plus élémentaire possible, pour le standardiser. On passe donc d'un travail artisanal à un travail d'ouvrier. Et la troisième, le fordisme, qui est une aliénation économique, qui est l'idée que l'ouvrier doit pouvoir acheter ce qu'il produit. Il crée donc le capitalisme de consommation, et donc la société de consommation. Chapitre 1, la psychologie du travail. 1. Le travail. Il y a deux types de travail. Le premier, le travail contraint, travail du salarié, et le deuxième, le travail libre, aller en cours à l'université. Le travail est une contrainte, qu'il soit libre ou non. Le travail contraint et aliène. Le travail permet le développement et l'émancipation, et le travail n'est pas né. La finalité de la psychologie du travail est de réduire la contrainte du travail et de permettre le développement de la personne. Le travail est une contrainte qui se structure dans le temps. Le travail est avant tout un problème de signification et non un problème d'activité en tant que tel. Le travail n'est pas nécessairement une activité et le travail est fonction du contexte de l'acteur. Faire de la psychologie du travail revient à traiter du sens du travail. Il y a plusieurs objets d'étude, à savoir le travailleur, les outils utilisés, qui sont des prolongements du travailleur, les conditions physiques et psychologiques de travail, donc l'environnement, l'ambiance, etc., et les structures des organisations. La psychologie du travail se divise en trois champs. Le premier, la psychologie du personnel. Elle étudie l'adaptation du travailleur au travail, et donc on vise à adapter l'humain au travail. La deuxième, la psychologie des organisations. Elle envisage le contexte dans lequel le travail est effectué et étudie l'adaptation du travailleur au travail et du travail au travailleur. Le troisième, la psychologie ergonomique. Elle s'intéresse à ce qui est vraiment fait au travail et étudie l'adaptation du travail au travailleur. Par exemple, un cours de 2 fois 50 minutes est-il adapté aux capacités cognitives ? Ce qui nous intéresse réellement, c'est l'adaptation du travail et ou de l'humain. Deuxième point, les modalités. On peut agir sur trois choses, soit les structures, soit les individus, soit les deux pour un couplage optimal. Qu'est-ce que le couplage ? Eh bien, c'est un lien qui s'opère entre l'individu et ce qu'il a à faire, donc sa tâche. Il détermine l'activité et non pas seulement l'opérateur et la tâche. Il existe autant de couplages que d'opérateurs, d'environnement, etc. Le modèle de Guy Levic envisage les modalités de la mise en œuvre du travail en organisation avec une vision behavioriste. Dans ce modèle, nous avons l'entrée, qui est le produit d'une rencontre entre les hommes, l'organisation et la technologie,
cette rencontre va produire une tâche. Le traitement, la tâche va être interprétée et devenir une activité. Donc par exemple, tous les profs interprètent leurs tâches différemment. Et le dernier élément est la sortie. L'activité produit un rendement, celui-ci impacte l'activité. Par exemple, si le prof remarque qu'on s'ennuie à son cours, il modifie son activité. Et ce rendement va impacter la production, ce qu'on a appris, et va avoir un effet sur l'opérateur et aussi des effets sociaux sur nous, sur l'organisation, etc. Troisième point, l'analyse du travail. Il y a une distinction entre le travail prescrit et le travail réel. Le travail prescrit, c'est ce qui est dit, la consigne donnée par l'entreprise, donc la tâche. Le travail réel, c'est le travail tel qu'il est effectué par le travailleur, donc l'activité. Distinguons donc la tâche de l'activité et le travail prescrit du travail réel. L'analyse de la tâche est une description du travail sous l'angle des tâches à savoir faire. On répond donc à la question « qu'est-ce qu'il y a à faire ?» On y traite la sélection du personnel, la rémunération de celui-ci, etc. L'analyse de l'activité est une analyse et une compréhension approfondie de l'activité. On répond donc à la question « qu'est-ce qui est effectivement fait ?» Ça permet d'aménager les conditions de travail, de former les opérateurs et de détecter les dysfonctionnements. 3.1 De la tâche à réaliser à la tâche réalisée. Il y a 3 acteurs. Le premier, le concepteur, celui qui conçoit le travail. Il pense le travail type sans penser à la prestation. Le deuxième, le prescripteur, c'est celui qui dit ce qu'il y a à faire en se basant sur les conceptions. Et le troisième, l'agent, c'est celui qui effectue le travail. Il y a un ensemble d'étapes qui structurent la tâche à réaliser de la tâche réalisée. Premier point, la tâche est conçue par le concepteur. Il pense le processus, la structure, mais l'opérateur n'est pas son objet premier. Deuxième point, la tâche est prescrite par le prescripteur. Il y a des tensions entre ce que le prescripteur envisage et les réalités du terrain. Troisième point, la tâche est prescrite pour l'agent. À partir de là, la tâche est redéfinie. Quatrième point, la tâche est redéfinie. Il y a donc interprétation de ce qu'on nous demande, qui répond à des conditions de travail et individuelles à notre vision du monde. Cinquième point, la tâche est actualisée. C'est donc une manière de repenser sa tâche pour l'optimiser. Par exemple, changer le trajet habituel si le chemin est obstrué. Sixième point, la tâche effective, c'est celle qu'on exécute de fait. Septième point, la tâche réalisée pour l'agent, c'est un autocontrôle de ce que l'on fait. Huitième point, la tâche réalisée pour l'analyste, c'est un contrôle extérieur de ce que l'on fait. 3.2 L'activité de l'agent. Il en existe 2 types. Le premier type concerne les aspects observables, c'est-à-dire ce qu'on peut observer directement depuis le comportement de l'opérateur. Le deuxième traite des aspects non observables, c'est donc ce qui se passe dans la tête de l'opérateur, les aspects mentaux, les problèmes rapportés, etc. L'activité de l'agent est dynamique, elle se modifie et se structure en sous-tâches et sous-activités. 3.3 Un modèle pour l'analyse. Ce modèle de Carnac, se structure autour d'une logique un peu structurante, qui comporte les éléments suivants. Les exigences, on a des exigences du système et de l'opérateur. Les contraintes, on a des contraintes pour le système et l'opérateur. Les conduites, les exigences et les contraintes vont en effet créer des contraintes externes et internes à l'opérateur, qui elles-mêmes produisent des conduites. Et finalement les effets, car en effet les conduites impactent le système et l'opérateur. Il y a des systèmes de feedback sur l'ensemble du processus qui modifient à la fois les conduites, les contraintes et les interactions dans le système. On est donc bien dans une logique systémique. 4e point, la psychologie ergonomique. L'ergonomie, c'est l'étude de l'activité de travail afin de mieux contribuer à la conception des moyens de travail adaptés aux caractéristiques physiologiques et psychologiques de l'être humain avec des critères de santé et d'efficacité économique. Elle a pour objet une meilleure adaptation des moyens des milieux de travail et de vie aux personnes, dans l'objectif à la fois d'assurer la santé, le bien-être, la sécurité et le développement des personnes, mais également d'assurer la qualité, la fiabilité et l'efficacité de leur activité. 4.1 Les 4 grandes démarches. Il existe 4 démarches pour analyser l'ergonomie d'un objet. Prenons l'exemple de la voiture. La première démarche est l'ergonomie des gestes et des postures. Donc le fait, dans notre exemple, de pouvoir ajuster le siège à notre conduite. La deuxième est l'ergonomie informationnelle, donc la prise d'informations par les dispositifs.
c'est, encore une fois dans notre exemple, visualiser le niveau d'essence, les phares, etc. La troisième démarche est l'ergonomie des systèmes, donc la manière dont on organise les différents systèmes, à savoir comportementaux, environnementaux. La quatrième démarche est l'ergonomie heuristique, qui est donc la manière dont on pose les processus pour s'intégrer au système. C'est, dans notre exemple, déterminer une stratégie pour ne pas arriver en retard au travail en prenant compte de la circulation. 4.2 Les trois grandes ergonomies. Les 4 démarches précédentes sont assez classiques. On distingue donc 3 grandes ergonomies dans les pratiques professionnelles. La première, l'ergonomie physique, c'est le confort physique au travail. Les postures, les gestes, l'ambiance physique optimale. La deuxième, c'est l'ergonomie systémique ou organisationnelle. Elle étudie à la fois les régulations liées aux interactions entre plusieurs équipes de travail, les régulations entre travailleurs et les objectifs contradictoires, travailler plus mais minimiser les accidents, les régulations de l'activité en fonction des changements de conditions, pas le même travail en fonction de si c'est une équipe de jour ou une équipe de nuit, et les dysfonctionnements de l'activité. La troisième grande démarche est l'ergonomie cognitive. Elle étudie les processus mentaux, la manière dont est traitée ou modifiée une situation après certaines réponses. Point 5. L'utilisabilité. Cette notion apparaît avec l'information du secteur bancaire dans les années 90. L'école de Palo Alto s'intéresse à la structure des relations, aux transactions du sujet avec son environnement. L'utilisabilité, c'est en fait l'idée que quelque chose est utilisable. C'est le caractère d'une chose à être fonctionnelle. Le terme utilisabilité doit permettre de répondre à 2 questions. Qui sont les utilisateurs et quel est ou quels sont leurs buts? L'ISO, qui est l'Organisation internationale des standards, standardise et régule les processus. Selon l'ISO, un système est utilisable lorsqu'il permet à l'utilisateur de réaliser sa tâche avec efficacité, efficience et satisfaction dans son contexte d'utilisation spécifique. Définissons donc ces termes. L'efficacité, c'est vérifier que les objectifs sont atteints par l'utilisateur. La notion d'efficacité est extrêmement relative. Elle est liée à qui la mesure en fonction de critères. L'efficience, c'est mesurer les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs. Les ressources ont une valeur liée au moment T pour un individu donné. Et donc la notion de ressource est relative et la notion d'efficience est subjective. La satisfaction, c'est déterminer si le système est agréable à utiliser. Cette notion est également relative. On mesure l'utilisabilité avec des ULAB, qui sont des laboratoires d'utilisabilité. Le ULAB comporte un ordinateur, des fauteuils, un miroir sans teint, qui est l'élément principal de ce dispositif, des mouchoirs, une plante verte, un téléphone, et des caméras, en général une qui filme les mains, une la posture et une le visage. Parlons maintenant du miroir sans teint. Le sujet sait qu'il est observé, on l'avertit, et qu'il y a un poste d'observation derrière, mais il ne sait pas par qui. Pour comprendre l'utilité de ce miroir sans teint, il faut comprendre comment fonctionne le schéma de Wiener. La cybernétique étudie la manière dont les systèmes se maintiennent à l'équilibre malgré les contraintes extérieures. Il faut donc étudier un émetteur, un dispositif et un récepteur. Si on met un miroir sans teint entre les protagonistes, l'émetteur envoie un signal et le récepteur en subit les effets, mais n'a pas la possibilité de communiquer l'effet à l'émetteur puisque celui-ci ne le voit pas. L'émetteur ne s'ajuste donc pas aux réactions du récepteur. L'idée du ULAB, c'est d'être attentif à des choses qu'on ne peut voir autrement qu'en étant à la fois récepteur, mais étranger à la situation. L'utilisabilité ne se mesure pas en tant que telle, elle s'évalue. C'est donc un enjeu relationnel. Chapitre 2. L'organisation. 1. L'organisation. Les définitions du dictionnaire nous disent que c'est une manière dont un corps est organisé, structuré. C'est l'action d'organiser. C'est la manière dont un ensemble est constitué, réglé. C'est l'association et le groupement. L'organisation peut être réelle et virtuelle. Le réel et le virtuel ne s'opposent pas. Le virtuel est juste un autre réel. L'organisation, c'est la manière dont l'humain se structure, agit, structure son environnement, structure ses réalités sociales. On définit l'organisation par ses intrants, ses extrants et ses procédés. Les intrants sont les ressources dont on bénéficie. Par exemple, l'argent, les études. Ce sont les ressources tangibles et intangibles. Les extrants sont les produits. Par exemple, les diplômes, les qualifications. Ce sont donc les objectifs. Et les procédés, c'est ce qu'on fait, ce qu'on fabrique.
Ce sont les finalités, les fonctions et les activités. Pour fonctionner, l'organisation doit posséder des ressources. Les ressources tangibles, c'est ce qu'on peut toucher. Les ressources intangibles, c'est ce que l'on ne peut toucher. Les procédés se structurent par les finalités. Si on veut comprendre une organisation, il faut en comprendre les finalités. Il faut donc intégrer que l'objectif, c'est l'objet même de l'action, la raison d'être en termes de production. Le but, c'est ce que cet objet va rencontrer avec d'autres objets. Et la finalité, c'est le projet politique, la façon dont ces buts s'inscrivent dans une vision que l'on peut avoir de nos fonctionnements. L'organisation doit exercer des fonctions. Toutes les fonctions préexistent dans l'organisation et elles sont assumées d'une manière ou d'une autre par celle-ci. Fonctions, par exemple, de coordination, de direction, de vente, de service après-vente, etc. Les fonctions sont exercées au sein de l'organisation ou prises en charge par des structures externes et seront donc externalisées. L'organisation doit préciser des activités. C'est la définition des process, la manière dont vont se structurer les activités. Par exemple, la manière dont on va opérer pour rencontrer un client. L'organisation doit également réaliser des objectifs. L'objectif, c'est l'objet pour lequel l'organisation est, c'est ce qu'elle doit produire, réaliser. Comment se structure le mariage entre les ressources et les fonctions ? La rationalisation des ressources dépend de l'efficacité des fonctions, qui dépend de la qualité de la gestion en 4 actions. La première, planifier. La deuxième, organiser. Et donc prioriser. Par exemple, il faut manger. La troisième, diriger, c'est-à-dire mettre en œuvre notre plan. La quatrième, contrôler, c'est-à-dire assurer que notre plan est bien assumé. 1.1. La gestion et le management. On peut définir 2 types de structuration dans les organisations. La première, la gestion. Elle se structure en 4 grandes actions vues précédemment. Ici, on est dans un système d'ajustement qui régule les organisations. La deuxième, le management. Il diffère de la gestion dans la dernière action. On ne contrôle plus, mais on évalue. Ici, on normalise l'organisation. Les organisations font souvent les deux. La gestion est un élément de régulation de l'organisation, tandis que le management est un élément de normalisation de l'organisation. La différence entre contrôler et évaluer. Contrôler, c'est supposer qu'on a un critère qui est indépendant du système que l'on contrôle. Évaluer, c'est supposer que le critère fait bien partie du système que l'on évalue. 1.2. La rationalisation des ressources. La rationalisation des ressources veut dire qu'on a une distribution des ressources qui va être pensée en fonction d'une forme de rationalité de pensée. Elle dépend de l'efficacité des fonctions, donc la capacité qu'ont les fonctions à atteindre leurs objectifs. Petit 1. Les finalités internes et les finalités externes. On distingue 2 types de finalités. Donc les finalités internes, qui comprend l'ensemble des rôles et le sens joué par ces rôles pour l'organisation elle-même et ses parties prenantes internes. Par exemple, la finalité de la fabrique de chaussures était un projet familial. Un aïeux voulait mettre sa famille à l'abri du besoin pour plusieurs générations. Les finalités externes, par exemple, les finalités des universités, ne le veulent pas tellement pour elles-mêmes, mais pour ce qu'elles représentent. On distingue encore 3 grandes familles de finalités. La première, c'est faire du profit. Les organisations doivent faire du profit. La deuxième, c'est perdurer. Les organisations doivent s'inscrire dans le temps. La troisième, c'est maintenir ou développer une action sociale. Les organisations doivent maintenir une action sociale. Petit 2, les institutions. Une institution maintient en l'état un système. Certaines organisations ont une valeur institutionnelle puissante, plutôt les organisations à finalité externe comme l'armée ou le clergé. D'autres moins, plutôt les organisations à finalité interne. Prenons l'exemple du mariage. Quand on se marie, on institue une relation. Celle-ci a donc une valeur légale. Si le couple se défait, on reste marié. Caractéristiques des institutions. Elles sont animées par des gens qui s'inscrivent dans la logique de l'institution, par exemple le policier, le professeur. On travaille dans une logique où on a la conscience de notre rôle social. Par exemple, le policier a pleinement conscience de travailler dans le cadre d'une institution publique. La personne va être impliquée affectivement et moralement dans ses réalités professionnelles. On a des institutions qui fonctionnent dans des logiques d'entreprise. Une entreprise a besoin d'un environnement stable, de règles, et donc une logique de stabilité forte. Et à l'inverse, on a des entreprises qui sont de véritables institutions. Les institutions sont là pour garder l'état d'un système. L'armée sert à défendre le pays de l'intérieur, son rôle est de maintenir un ordre social.
l'objet est institutionnel. On maintient un état dans l'état. Une organisation, c'est un lieu où se structure le pouvoir. Toutes les organisations ont une valeur institutionnelle. Par exemple, Unisys, on est dans une logique d'entreprise, la valeur institutionnelle est donc très faible, et donc cette organisation se présente à propos de ce qu'elle est. Chapitre 3, le pouvoir. On s'intéressera ici au pouvoir relationnel. Il n'y a pas de relation sans pouvoir. Le pouvoir n'est ni négatif ni positif. L'enjeu va être de comprendre comment se structure le pouvoir dans la relation. 1. 3 types de relations où se structure le pouvoir. La manipulation. Manipuler, c'est faire agir l'autre sans que celui-ci ait la conscience de la manière dont il agit. Dans toutes nos relations, nous sommes dans des logiques de manipulation. Il serait impossible d'être tout le temps dans des logiques de rapport de force. La domination, c'est une relation de pouvoir où le récepteur a bien la conscience qu'il est dans cette dynamique, mais il a aussi conscience qu'il ne peut pas la quitter. L'emprise, quand on est sous l'emprise de quelqu'un, on n'a pas conscience d'être dominé, et donc il est presque impossible de quitter la relation soi-même. Selon le prof, l'emprise n'est plus une relation de pouvoir, mais c'est juste du pouvoir. Il n'y a pas d'enjeu relationnel car la relation n'est plus perçue par un des partenaires. En clair, le pouvoir se structure dans une dynamique relationnelle. 2. Qu'est-ce que le pouvoir? Définition du pouvoir, selon Boden. Le pouvoir, c'est la capacité de faire quelque chose à quelqu'un qu'il n'aurait pas faite sans l'intervention du premier. Il y a donc 3 informations importantes à retenir par rapport à cette définition. C'est que, en termes de relation de pouvoir, il n'y a pas de pouvoir sans autorité. Le pouvoir se marque dans des réalités comportementales. Faire voudrait dire que le pouvoir, s'il impacte nos réalités affectives et cognitives, n'existe que par le comportement de l'autre. Et l'idée est celle de l'influence et non celle de la contrainte. Weber, fondateur de la sociologie contemporaine occidentale, définit la notion d'autorité qui repose sur 3 piliers. Le premier, l'autorité rationnelle ou légale, qui est l'autorité fondée sur la loi rationalisée, donc la pensée, c'est la règle qui existe indépendamment de nous. 2. L'autorité traditionnelle, qui est l'autorité coutumière. Nos sociétés sont marquées par des courants, des ancrages. 3. L'autorité charismatique, qui est l'autorité liée à la personne. Donc ça va être des éléments comportementaux, psychologiques, qui vont mener à une forme de dynamique qui va amener les individus à investir la dynamique relationnelle en termes d'autorité. Cette notion de charme va faire que la relation prendra une tournure telle qu'on pourra assurer cette dynamique de relation de pouvoir. Ces 3 types d'autorité sont liés au moment, au contexte dans lequel on se trouve. L'autorité se structure à partir de ces 3 dimensions. Quand une dimension est sous-investie, on peut surinvestir une autre. 3. La relation de pouvoir. 3.1. Le modèle de French et Raven. Les 3 dimensions envisagées par ce modèle sont celles qui concernent l'individu, et donc les sources individuelles du pouvoir, la relation, donc les dynamiques relationnelles dans lesquelles s'inscrivent les relations de pouvoir, et le système. Ces relations se structurent dans des réalités organisationnelles spécifiques. Petit 1. Les 7 pouvoirs relatifs à l'individu. Le premier, le pouvoir de coercition ou de punition. C'est un pouvoir très circonstanciel et détenu par peu de personnes. Il s'inscrit dans une logique de système et ne marche pas avec tout le monde. Ça s'implique dans une relation, par exemple le prof de primaire qui met au coin un élève. Le deuxième, le pouvoir de récompense. On a le droit de récompenser dans certains cas de figure. Par exemple des bonbons pour récompenser les enfants. Le troisième, le pouvoir de connaissance, c'est le pouvoir de l'expert. Un expert, selon un sociologue, c'est quelqu'un qui maîtrise l'incertitude. L'incertitude, selon un sociologue toujours, est l'écart entre l'information qu'on a besoin pour réaliser une tâche et l'information qu'on possède. Un expert sera expert tant qu'il ne nous aura pas donné l'information. Il est le seul habilité à pouvoir donner la valeur de la chose et le seul à maîtriser cette incertitude. L'expert possède des connaissances complexes et maîtrise l'incertitude. Le quatrième pouvoir est le pouvoir d'information ou de persuasion. Il s'agit plus de forme que de contenu. C'est la manière dont on va agencer les choses, le ton de la voix, le rythme, etc. C'est donc le pouvoir du journal télévisé par exemple. Le cinquième, c'est le pouvoir de référence ou le pouvoir charismatique. C'est un pouvoir qui se structure, qui fait nos réalités dans la dynamique du rapport à l'autre, qui réfère à quelqu'un. Le sixième est le pouvoir légitime, pouvoir conféré par la loi, par exemple le pouvoir du policier, on obéit car il a la légitimité de nous arrêter.
Le 7e est le pouvoir économique, et donc le pouvoir de l'argent. Le pouvoir est dans le regard de l'autre. Une personne a du pouvoir car on le lui accorde. Le pouvoir suppose une autorité, mais l'expression des sources personnelles du pouvoir n'implique pas nécessairement de relation d'autorité. Petit 2, la relation. La valeur accordée à la relation, c'est accorder de la valeur à la relation du fait qu'on va agir. Donc si quelqu'un nous demande quelque chose, on le fait car on accorde de la valeur à la relation. La valeur accordée à la source, c'est le fait d'accorder ou ne pas accorder de la valeur à une certaine source individuelle de pouvoir. Dans le contre-pouvoir, le pouvoir est dans le regard de l'autre. Dès qu'il y a pouvoir, il y a donc contre-pouvoir. Il y a contre-pouvoir car il y a acceptation du pouvoir. La principale forme de contre-pouvoir est liée au fait que, pour qu'il y ait un pouvoir, il faut qu'il y ait une autorité. Le contre-pouvoir, c'est la reconnaissance par le récepteur des sources individuelles de pouvoir. Toute relation n'est pas communication. Václavic propose 5 grands axiomes qui définissent la communication. Le premier, la communication est soit symétrique, soit complémentaire. Le deuxième, on ne peut pas ne pas communiquer. Le troisième, toute communication présente 2 aspects, le contenu et la relation, tel que le second englobe le premier et est par la suite une métacommunication. 4. La nature d'une relation dépend de la ponctuation des séquences de communication entre les partenaires. 5. La communication humaine utilise simultanément 2 modes de communication, digital et analogique. Dire qu'on ne peut pas communiquer, c'est un problème de définition, car communiquer, c'est mettre en commun. La relation d'enseignement, enseigner n'est pas communiquer, c'est une relation particulière qui suppose des échanges construits dans une logique sociale, psychosociale définie. La relation de négociation, négocier n'est pas communiquer, il y a 2 émetteurs dans la relation de négociation. La relation d'information, informer n'est pas communiquer, il y a un émetteur et un récepteur, mais pas moyen de permuter les rôles. Ce deuxième axiome est donc faux si communiquer suppose mettre quelque chose en commun, que les individus aient la possibilité de fonctionner dans des logiques équivalentes. Communiquer, c'est se mettre en posture de passer du rôle d'émetteur au rôle de récepteur.